The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle David Miller, vice-président de l'informatique chimique chez Simulation Plus. Merci de regarder la deuxième de nos deux vidéos sur l'API REST d'Admet Predictor. Dans la première vidéo, j'ai montré comment configurer le serveur Admet Predictor. Dans celle-ci, je vais montrer comment les clients peuvent accéder à ce serveur en utilisant l'API REST. Ici, je suis sur ma machine locale. Comme dans la vidéo précédente, j'ai ouvert une session de bureau à distance sur le serveur Admet Predictor. Je peux voir depuis le panneau des services ici que le service Admet Predictor est en cours d'exécution. Ensuite, je dois choisir une application cliente. L'API REST prendra en charge une grande variété de clients. Des outils commerciaux comme Spotfire ou Live Design, des plateformes de chimie informatique interne ou même de simples scripts Python écrits par des scientifiques individuels. Pour cette vidéo, je vais utiliser une application cliente que nous distribuons avec Admet Predictor, car elle affiche explicitement chaque requête et réponse HTTP, ce qui est très utile lorsque l'on débute. Si vous êtes particulièrement intéressé par l'utilisation de Python pour accéder à l'API, veuillez consulter une vidéo séparée qui décrit notre module PyAdmet Predictor récemment publié. J'ai donc ici le dossier d'installation d'Admet Predictor ouvert. Il se trouve dans Program Files, Simplus, Admet Predictor 12.0 et je présente l'application AP Service Test Client. Avant de la lancer, je voudrais simplement rappeler à tout le monde que le manuel utilisateur de l'API, qui est affiché ici dans le dossier Programme Data d'Admet Predictor, contient de nombreuses informations précieuses, y compris une description complète de cette application cliente. Je vais lancer cette application. Je vais d'abord montrer la page des paramètres. C'est assez simple. Nous allons avoir besoin de l'adresse IP du serveur Admet Predictor que j'ai déjà saisi ici, ainsi que du numéro de port. Ce numéro a été spécifié dans le fichier de configuration utilisé lors du lancement du service Admet Predictor. J'ai abordé ce point dans la première vidéo. J'ai également parlé du chiffrement, que nous n'utilisons pas dans cette courte série de vidéos. D'accord. Un mot sur le fonctionnement de ce client en particulier. Lorsque vous souhaitez soumettre une requête, cela se fait en ouvrant un dossier sur le disque local. Je vais simplement montrer un autre dossier ici. C'est celui-ci que je vais utiliser pour les tutoriels d'aujourd'hui. Je vais voir si je peux traiter 6 exemples ici. Chaque dossier contient un URI spécifique ou identifiant de ressources universelles, parfois appelé le point de terminaison de l'API. Le premier point de terminaison dont je vais parler est la prédiction des propriétés Admet. Le nom réel de l'URI est predict_admet. Le nom du dossier doit contenir un URI et il peut éventuellement être suivi d'un underscore et d'un chiffre. Ainsi, vous pouvez avoir plusieurs exemples ici. Je vais montrer 2 exemples de predict_admet, puis 4 autres exemples dont je parlerai brièvement. Si la requête que vous envoyez nécessite que des données soient transmises au serveur admin predictor, alors dans le dossier, vous trouverez un fichier appelé in.json qui contient le corps de la requête au format JSON. D'accord. Oh,
Et une dernière petite précision, toujours dans le dossier des données du programme, nous avons un sous-dossier appelé JSON, contenant de nombreux exemples de requêtes et de réponses. Vous pouvez les utiliser directement avec cette application cliente. Je voulais simplement le souligner. Nous avons nos paramètres. Je vais ouvrir le premier exemple encore une fois pour prédire les propriétés admets. Lorsque je sélectionne le dossier, cela construit la requête HTTP qui est affichée ici. Post et get sont utilisés de manière interchangeable. Peu importe lequel vous utilisez, techniquement ici j'utilise post parce que j'envoie des données au serveur. L'URI, comme je l'ai mentionné, est predict admis. Bien sûr, le nom d'hôte et le numéro de port sont également indiqués ici, et il est évidemment important de bien les renseigner. Donc, c'est une syntaxe assez simple. Vous pouvez voir que j'envoie 4 composés en utilisant le format Smiles ici. La seule chose que je dois préciser, c'est que si la chaîne Smiles contient de la stéréochimie cis-trans, vous devrez remplacer les barres obliques inverses par une double barre oblique inverse. C'est simplement un fait malheureux. C'est dû à la syntaxe JSON. Pour pouvoir analyser correctement le JSON, il faut échapper chaque barre oblique inverse avec un second caractère de barre oblique inverse. Ensuite, après les composés, il y a une liste de propriétés que nous souhaitons prédire. Celle-ci couvre l'ensemble des modules de la physico-chimie, comme le pKa, la perméabilité, la solubilité. Certains modèles de transporteurs, un peu de métabolisme, un modèle de toxicité ici, Scherge, puis quelques descripteurs. Ce sont des descripteurs d'ionisation. C'est l'ensemble du corps de cette requête. Et maintenant, lorsque je clique sur le bouton d'exécution, cela va envoyer cette requête au serveur ABMET Predictor à cette adresse IP particulière. Nous attendons un instant et nous recevons une réponse. Maintenant, la réponse initiale du serveur ne va pas contenir les résultats. À la place, elle va inclure un identifiant de tâche, Job ID. Donc, une chose importante à retenir, c'est que les tâches sont mises en file d'attente, n'est-ce pas? Elles sont placées dans une file d'attente. Il peut y avoir plusieurs requêtes qui arrivent sur le serveur simultanément. C'est donc au client de consulter périodiquement le serveur en utilisant cet identifiant de tâche pour voir si la tâche est terminée et si les résultats sont disponibles. Vous verrez donc que cette réponse initiale est suivie d'une seconde requête de ce client utilisant l'URI-GET-status. Il envoie le même identifiant de tâche qui a été fourni par la première réponse. Il demande donc cette tâche est-elle terminée? La réponse dépendra évidemment de votre configuration. Dans ce cas, elle indique que la tâche est en cours d'exécution. Mais elle n'est pas encore terminée. Elle pourrait indiquer par exemple que la tâche est toujours dans la file d'attente. Votre client devra donc implémenter une boucle dans laquelle ce statut Git est vérifié. L'URI est appelé de façon répétée jusqu'à ce que vous obteniez enfin la réponse indiquant que la tâche est terminée. À ce moment-là, le corps de la réponse contiendra ces informations supplémentaires. Tout d'abord, il s'agit de la liste des propriétés qui ont effectivement été prédites. Donc, dans la plupart des cas, ce sera la même liste que celle que vous avez fournie initialement dans votre requête. Dans la première vidéo, vous savez, j'ai mentionné certains des problèmes liés aux licences. Et donc, selon votre configuration, il est possible que certaines licences n'aient pas été disponibles. Et il se peut que vous ne receviez pas toutes les propriétés que vous aviez demandées. Ensuite, il y a l'ensemble des résultats. Le format est le suivant, vous voyez. Pour chaque composé, il fournira chacune des propriétés. Donc, il inclura au minimum une valeur. Pour certaines propriétés, il peut inclure une incertitude. Il s'agit d'une borne inférieure et d'une borne supérieure. Et puis, pour les modèles de classification, certains d'entre eux fourniront un score de confiance si une prédiction se trouve en dehors du domaine d'applicabilité du modèle. Si c'est hors du champ d'application, pour ainsi dire, il y aura également une indication de ce fait ici pour cette propriété particulière. Nous obtenons les résultats pour les 4 composés et c'est la fin de l'envoi des requêtes et des réponses.
Laissez-moi passer à un deuxième exemple, un peu plus compliqué, mais encore une fois, en utilisant l'UI PredictAdmet. D'accord, regardons la requête. Même URI, même quatre composés et même ensemble de propriétés. Ce qui est différent ici, c'est qu'il y a un troisième bloc qui fournit un ensemble de paramètres. Certains de ces paramètres vont vous sembler familiers, comme une valeur de pH, par exemple. Cela va donc influencer des propriétés comme le log-D ou la solubilité à un pH fixe, par exemple. L'API est également capable de produire des fichiers images, et ceux-ci sont destinés à reproduire certaines des fenêtres que vous pouvez afficher dans la version à interface graphique d'Admet Predictor. Donc, la première chose que je demande ici, ce sont ce que nous appelons des images de propriétés atomiques. Cela correspond donc à la fenêtre des propriétés atomiques dans l'interface graphique d'Admet Predictor. Je ne vais donc pas, vous savez, tout passer en revue. Vous devrez consulter le manuel d'utilisation, mais la première ici est, voyons, la somme des valeurs de clairance SI. Elle va donc afficher les sites de métabolisme pour toutes les isoformes CIP, ainsi que la somme des valeurs de clairance intrinsèques pour ces isoformes. Et ensuite, la deuxième, ce sont les images de pKa. Cela concerne donc la fonctionnalité de l'interface graphique permettant d'afficher les micro-états de pKa. Et cet affichage, si vous le connaissez, propose également une fonctionnalité pour afficher certains graphiques. Par exemple, vous pouvez examiner les populations des différents macro-états ou micro-états d'ionisation en fonction du pH. Nous allons donc demander à ce que les données sous-jacentes à ces graphiques soient renvoyées dans la réponse. En plus de l'image que vous verriez, l'image principale de l'affichage des micro-états de pKa. D'accord, donc il se passe pas mal de choses ici. Je vais lancer ça. Voilà, c'est fait. Je vais faire défiler tout en bas jusqu'à la réponse qui contient les résultats réels. Au début, cela va sembler très similaire. Toutes les propriétés que nous avons demandées sont disponibles ici. La principale différence, c'est qu'il y a une indication que des images ont été générées. Ceci concerne les propriétés atomiques ici pour le pKa, puis pour les graphiques de pKa. Nous ne fournissons pas d'images à cet endroit. Nous fournissons les données sous-jacentes. En fait, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il y a une fonctionnalité dans ce client qui permet d'extraire les données qui ont été incluses dans la réponse JSON et de les placer dans des fichiers individuels ici. Je vais simplement faire ça rapidement en utilisant les paramètres. C'est un paramètre optionnel ici, puis je vais relancer l'opération. Je vais avoir quelques fichiers supplémentaires qui vont apparaître. D'accord, je continue mon explication ici. Je vais faire défiler cette réponse JSON et simplement ajouter un autre point, à savoir que ces fichiers de résultats, les images, existent sur le serveur. Il y a donc une requête supplémentaire qui est faite à la fin pour récupérer ce fichier image. Et cela se fait en utilisant à la fois l'identifiant du travail, le nom du composé et le nom de la propriété atomique d'intérêt dans ce cas. Ici, il s'agit donc de la somme d'éclairance SIP. La réponse du serveur va contenir le contenu de ce fichier image que le client va ensuite écrire sur le disque. Ce client vous montre également le résultat ici, indiquant que cette image existe sur le disque. Je peux double-cliquer dessus directement dans ce client et l'image s'affichera, ce qui me permet de la montrer. C'est un fichier qui existe maintenant sur la machine locale et je fais simplement son affichage. Ainsi, sur le site de votre client, selon la complexité de votre application cliente, vous pouvez afficher cela à l'utilisateur dans votre application très facilement. Je vais juste vous montrer rapidement. Je vais d'abord montrer le pKa. Voici donc pour un composé. Ainsi, pour les utilisateurs d'Admet Predictor, vous serez familier avec ce type d'affichage. Encore une fois, cela provient de l'affichage des micro-états pKa d'Admet Predictor que vous verriez dans l'interface graphique utilisateur. Et puis, comme je l'ai mentionné, il y a la possibilité d'afficher ces graphiques. J'ai ma propre application interne qui sert à afficher ces graphiques et elle se lance lorsque je double-clique ici. Vous connaissez sûrement ce type de graphique. Il s'agit des macro-états d'ionisation en fonction du pH.
C'est quelque chose que beaucoup de nos clients apprécient d'utiliser via l'interface graphique, mais c'est désormais aussi disponible via l'API REST. Je pense que cela couvre assez bien le deuxième exemple. Je vais passer au troisième exemple qui concerne notre module de simulation pharmacocinétique à haut débit. Donc, le point de terminaison s'appelle predict5b. Cela signifie fraction absorbée et fraction biodisponible. Cela va donc lancer une simulation PK unique à une dose fixe. Je vais donc sélectionner ce dossier. Encore une fois, cela construit la requête ici. C'est donc une nouvelle URI maintenant. Je pense qu'il s'agit du même ensemble de 4 composés. Ce qui change, c'est que maintenant, en plus de la structure chimique, je fournis ici des données supplémentaires. Il y a une valeur de dose, il y a une valeur de clairance hépatique in vitro sur microzone et une valeur de solubilité aqueuse in vitro. Pour certains des composés, une ou plusieurs de ces valeurs peuvent manquer. Donc, dans cet exemple, la valeur de clairance est manquante. Dans celui-ci, la solubilité est manquante. Et ici, les deux sont manquantes. Encore une fois, un ensemble de propriétés à prédire, donc FA et FB, ainsi que d'autres paramètres PK. Ceci est quelque chose que nous avons introduit dans ADMET Predictor version 12, un coefficient de partage tissulaire, puis un bloc de paramètres ici, indiquant que nous voulons que l'espèce soit humaine. Et ensuite, ceci est crucial. Donc, au lieu d'utiliser une dose fixe comme 10 mg, nous disons, regardez l'attribut appelé dose underscore human, qui devrait être disponible pour chacun des composés que nous fournissons ici. D'accord, donc c'est une façon d'avoir différentes valeurs, vous savez, pour différents composés. C'est pareil pour la clairance. La syntaxe ici vous sera familière si vous êtes, vous savez, vraiment un utilisateur chevronné d'Admet Predictor. Cela provient des fichiers de paramètres qui sont utilisés dans le cadre du module HTPK. Donc, cela indique que si le champ appelé External HLM Clearance est disponible pour un composé particulier, utilisez-le. S'il n'est pas disponible, utilisez le modèle ADMET Predictor de clairance des microzones hépatiques humaines. De même, pour la solubilité, si la valeur in vitro est présente, utilisez-la. Sinon, utilisez le modèle ADMET Predictor. D'accord, donc vous savez, je pense que nous avons d'autres vidéos qui parlent du HGPK en détail. Donc ici, je vais devoir un peu passer rapidement dessus. Mais il y a pas mal de flexibilité ici. Ensuite, enfin, je demande à ce que des profils temporels de CP soient générés. Et cela va faire en sorte que les données sous-jacentes pour ces graphiques, ça ou les soins soient renvoyées dans la réponse. Si je lance cela, c'est très très rapide. Je vais faire défiler les requêtes getStatus. C'est la même chose qu'avant. Au final, la tâche est terminée. Encore une fois, on affiche la liste des propriétés prédites et voici les résultats. Donc, pour chaque composé, vous voyez les valeurs individuelles, etc. Et puis, au final, il devrait y avoir une section pour les graphiques de temps CP. Et encore une fois, Bachar, j'ai ma propre application graphique qui, vous savez, se lance quand je double-clique ici. Elle devrait se lancer. Oui, voilà. Donc, voici la courbe de temps CP pour ce composé et ainsi de suite. D'accord. Donc, si vous êtes administrateur ou utilisateur du prédicteur, vous savez qu'il existe un second workflow HTPK appelé optimisation de dose. Ceci est pris en charge via un URI appelé Predict Updose. Je vais passer ça pour l'instant et le montrer un peu plus tard dans un autre type de workflow. Je vais maintenant passer à la quatrième démonstration qui s'appelle Exécuter la commande. Nous avons de nombreux utilisateurs de l'interface en ligne de commande d'Admet Predictor. Sa popularité ne cesse d'augmenter. Ainsi, le point de terminaison Run Command permet essentiellement de simuler une exécution en ligne de commande d'Admet Predictor, mais via l'API. Et le résultat sera la génération des mêmes fichiers de sortie que vous obtiendriez si vous exécutiez la commande localement. Mais ces fichiers seront sur le serveur et il vous suffira ensuite de demander à les rapatrier sur votre machine locale. Ce qui est vraiment utile avec cette méthode, c'est qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez vraiment pas faire
en utilisant par exemple l'URI classique de prédiction ADMET. Celle qui est montrée ici est un exemple très courant qui consiste à prédire le microétat d'ionisation dominant à un pH particulier. La syntaxe ici peut, vous savez, ne pas vous être familière. Ici, vous voyez, il s'agit de spécifier le format d'entrée. Donc cette fois, nous allons fournir les composés au format SDF. Nous voulons un fichier de sortie au format SDF. Nous allons prédire les propriétés physico-chimiques de ces composés, comme le pKa, la solubilité, etc. Nous demandons que toutes les informations concernant les incertitudes, les scores de confiance et si une prédiction est hors du domaine d'application soient incluses. Tout cela sera écrit dans un fichier de sortie séparé. Et ensuite, voici le workflow qui consiste, vous savez, à prédire le microétat d'ionisation dominant. Ici, nous spécifions le pH auquel nous voulons que l'état d'ionisation dominant soit calculé. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici. Vous savez, nous avons de nombreux utilisateurs qui sont très familiers avec cette syntaxe. L'essentiel, c'est qu'il est très facile, vous savez, de construire cette requête. C'est essentiellement la même chose que ce que vous spécifieriez, vous savez, lorsque vous exécutez depuis la ligne de commande. La différence ici, c'est que si vous faites référence à un fichier comme le fichier d'entrée, ce fichier doit également être spécifié dans la requête. L'intégralité du contenu du fichier SD est contenu ici dans ce champ in.sdf. Quand je l'exécute, la vraie différence est que la réponse qui revient est essentiellement voici les fichiers qui existent maintenant sur le serveur. Ce sont les mêmes fichiers de sortie que vous verriez localement si vous exécutiez cette même commande. Nous enchaînons donc simplement avec une série de requêtes pour récupérer chaque fichier individuellement depuis le serveur admet predictor et le rapatrier sur la machine locale. Donc le fichier log, les incertitudes hors champ, puis les résultats réels ici dans un fichier SDF. Si je double-clique dessus, cela lancera admet predictor. Je vais juste vous montrer rapidement. Donc 4 composés, voici les états d'ionisation prédominants à pH 5,5. Pour en montrer un, donc vous savez pH acide, donc nous avons une structure ionisée ici pour la lévofloxacine. Voilà, c'est en gros le fonctionnement de base de la commande run. Je vais juste vous montrer rapidement deux autres exemples de cela. Celui-ci est probablement le plus compliqué. Donc ici, je faisais allusion au second des deux workflows HTPK qui sont disponibles. Le premier que nous avons déjà démontré était une simulation unique à une dose fixe. Celui-ci s'appelle optimisation de la dose. Il va donc exécuter plusieurs simulations et essayer de trouver la dose qui permettrait d'atteindre une concentration plasmatique à l'état d'équilibre spécifié par l'utilisateur. Et ici, nous le faisons via la ligne de commande. Cela peut également être réalisé en utilisant le flux de travail distinct predict_updose. Ici, nous utilisons plutôt le flux de travail de la commande exécutée et cela présente, là encore, certains avantages. L'une des raisons est que certaines sorties que vous pouvez demander en ligne de commande ne sont tout simplement pas disponibles via l'interface graphique, par exemple, ou via d'autres API. Flux de travail. Ce PRM en est un exemple. Cela va déclencher un fichier de sortie distinct qui montre quelles entrées ont réellement été utilisées pour chaque composé. Donc, vous vous souviendrez que j'étais dans l'une des démonstrations précédentes expliquait comment vous pouvez fournir une valeur expérimentale in vitro à la place du modèle prédictif ADMED. Mais les valeurs manquantes sont autorisées. Ainsi, pour certains composés, cette valeur in vitro peut ne pas être présente. Et donc, le modèle prédictif ADMED sera utilisé par défaut. Il est utile de conserver un enregistrement pour chaque composé et chaque propriété, indiquant quelle valeur a réellement été utilisée comme entrée. Cet argument en ligne de commande va déclencher l'écriture d'un tel fichier afin que vous puissiez le conserver. Je vais passer certains des autres détails ici. Cela implique vraiment de connaître le fonctionnement du module HTTPK et les fichiers de paramètres sous-jacents qui sont utilisés.
Comme précédemment, il y a une demande pour générer un profil de concentration en fonction du temps ici, et nous demandons un échantillonnage de 20% des pointes temporelles. C'est à peu près tout. Si votre espèce est le rat au lieu de l'humain. Dans ce cas, je dois fournir le contenu complet du fichier SMILES, y compris toutes les mesures in vitro, comme la solubilité par exemple. Et ensuite, en raison de ce fait, vous devez également fournir un fichier de paramètres pour indiquer au module HTPK que, par exemple, pour la solubilité, il faut utiliser de préférence la valeur in vitro et se rabattre sur le modèle ADMET Predictor si la valeur in vitro est absente. D'accord, il y a beaucoup d'informations, je sais, et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la ligne de commande, cela peut sembler beaucoup. Mais il est important de souligner que l'API REST offre toutes les fonctionnalités de la ligne de commande d'Admin Predictor. D'accord, je pense que je n'ai probablement pas besoin d'en dire beaucoup plus ici, c'est différent des résultats similaires et nous récupérons les fichiers individuels depuis le serveur pour les ramener sur la machine locale. Je vais simplement cliquer ici sur le profil CP-Time Optimisation de la dose chez le rat. Voici donc à quoi ressemble un profil CP-Time lorsque vous effectuez une optimisation de dose. Donc, plutôt qu'un seul intervalle de 24 heures, vous examinez probablement plusieurs intervalles afin d'atteindre l'état d'équilibre. D'accord, ce qui nous amène à notre dernier exemple en ligne de commande. Celui-ci est un peu différent. C'est ce qu'on appelle un flux de travail basé sur un fichier script. Ainsi, les arguments de la ligne de commande n'ont ici qu'une seule entrée. Il s'agit du nom d'un fichier texte. Et ensuite, dans cette section, le contenu du fichier est fourni ici. Je pense, nous proposons maintenant une douzaine de flux de travail individuels environ via ce mécanisme de fichier script. Cela va de la génération de conformères 3D à la standardisation de composés et à la génération de métabolites. Je ne pense pas avoir le temps d'entrer dans les détails, mais vous fournissez. Les paramètres qui influencent l'exécution sont inclus dans le contenu du fichier script. Et ensuite, comme précédemment, nous avons ici un fichier Smiles en entrée. Je pense qu'il y a deux composés ici. Donc, si je lance cela, je pense que c'est un autre exemple capable de générer des images. Donc, ces images ont été téléchargées individuellement depuis le serveur. Et je vais simplement double-cliquer sur l'une d'elles ici. Donc, cela vous sera familier. Si vous êtes utilisateur de MedChem Designer via l'interface graphique d'ADMET Predictor, vous êtes habitué à ce type d'affichage. L'affichage de l'arbre des métabolites ici. Donc, encore une fois, ceci est également disponible via l'API REST. Petite remarque, pour le moment, à partir de la version 12 d'ADMET Predictor, toutes les fonctionnalités de génération d'images ne sont disponibles que si le service ADMET Predictor fonctionne sur une machine Windows. Cependant, il est très probable que nous pourrons bientôt corriger cela. Je pense que probablement d'ici la prochaine version afin que la génération d'images fonctionne également sur les plateformes Linux. C'était un tour d'horizon rapide de l'API REST, mais j'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à contacter Simulation Plus si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement de l'API ou si vous avez des questions à nous poser. Merci beaucoup pour votre participation.